Bienvenue dans ce podcast dédié à celles et ceux qu'on entend trop peu. Ici, on donne la parole aux étudiants et étudiantes qui vivent l'université autrement. Des étudiants et étudiantes internationaux qui ont trop souvent du mal à trouver leur place. Parce qu'au-delà de la précarité financière, il existe une réalité plus silencieuse, la précarité sociale, celle qui isole, qui freine l'expression de soi, qui fait douter et qui parfois empêche de s'intégrer pleinement dans la vie étudiante. Dans chaque épisode, on ouvre un espace sûr, bienveillant et sans jugement. Un espace pour se raconter, pour comprendre, pour partager des expériences, des difficultés, mais aussi des stratégies qui conduisent à des victoires forgeant ainsi la résilience. Installe-toi, respire et laisse nos histoires te transformer. Bonjour Sarah, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on retrouve une autre tuteur puisqu'on a eu à déjà faire un podcast avec Raphaël et aujourd'hui on vous accueille vous pour cette partie, mais cette fois sous un angle assez différent. Dans l'épisode précédent, on parlait d'expériences, de rencontres et de découvertes des étudiants internationaux. Dans celui-ci, nous nous intéresserons à la transmission des normes, des règles pour mieux s'intégrer dans un environnement qu'on ne connaît pas du tout et qu'on connaît très peu. Le tutorat français langue étrangère, connu sous l'acronyme FLE, c'est souvent présenté comme un accompagnement linguistique, un soutien humain. Mais en réalité, c'est aussi un espace où se jouent des attentes, des normes, parfois même des injonctions souvent invisibles autour de la langue, de la culture, du comportement. Avec vous, on va essayer de comprendre comment le tutorat transforme votre regard sur les questions liées à l'intégration et sur ce qu'on demande parfois inconsciemment aux étudiants étrangers. Alors, il y a aussi mon collègue à côté, Gucci, et vous, Sarah, on vous remercie déjà d'être là présente. Et on va vous laisser nous parler un peu de la FLE. Du FLE? Oui. Le FLE, c'est le français langue étrangère, effectivement. Donc, à ne pas confondre avec les cours de français qu'on pourrait donner en école. C'est pas du tout la même chose. Le but, c'est vraiment d'apprendre la langue française comme nous, en tant que Français, on pourra apprendre l'anglais ou l'espagnol. Du coup, moi, je fais du FLE pour pouvoir enseigner à l'étranger. Et pour moi, le tutorat qui s'est présenté à moi, c'était vraiment l'occasion de pouvoir déjà me faire un peu plus d'expérience, parce que j'ai déjà de l'expérience dans l'enseignement, de pouvoir avoir une classe, de pouvoir voir un petit peu comment était mon enseignement du français, parce que c'est la première fois que j'enseigne le français, et de pouvoir un petit peu découvrir, faire des nouvelles rencontres, parce que pour moi, le tutorat, ça m'a permis aussi de me faire des amis, parce que ces étudiants étrangers, je reste en communication perpétuelle avec eux. Il n'y a pas cette notion de hiérarchie prof-élève qu'on peut retrouver dans pas mal de cas. Voilà. Donc, nous, en soi, on ne te connaît pas. Donc, qui es-tu, Sarah, et quel est ton parcours? Alors moi, je sors d'une licence de japonais que j'ai effectuée à Lille avec un parcours FLE. Je suis une passionnée des langues. J'ai appris le latin, le grec ancien, le chinois, le turc, l'hébreu, le japonais, le norvégien, l'allemand, l'anglais, l'hindi, le coréen. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est pas Donc, beaucoup. Hein. donc j'adore les langues, c'est une passion pour moi et l'enseignement, j'adore ça, être bienveillant, empathique, etc. Voir mes apprenants évoluer, parce que moi j'utilise le terme d'apprenant, pas de gens pas trop ce terme. Voir les gens évoluer, être en confiance, etc. C'est quelque chose que j'adore, donc j'ai décidé de cumuler les deux. Donc voilà, ici je suis là en master FLE. Pourquoi master FLE? Parce que j'aimerais enseigner le français au Japon. Et après ce master FLE, j'aimerais reprendre mes études de japonais en faisant un master spécialisé dans le Japon. Voilà. Ok. Et tu pratiques encore toutes ces langues ou... Je pratique encore l'anglais, forcément, le chinois, parce que j'ai une amie chinoise dans ma classe, le japonais, parce que j'ai des amis japonais sur Rouen, et norvégien, parce que je donne des cours de norvégien. D'accord, ouais, donc c'est forcément ce qui est utile pour toi, quoi. Oui. C'est trop chouette. Mais je connais à peu près les linguistiques de chaque langue, bien sûr. les structures, etc. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir enseigner le français à des personnes dont ce n'est pas la langue d'origine?
Parce que, enfin, au départ, c'était le français parce que c'est toujours plus facile et plus, on se sent plus à l'aise parce que c'est ma langue première. Donc il y a ce côté un peu de légitimité qui est encore très présent parce qu'il y a peu de gens qui osent enseigner d'autres langues que leur langue première parce que justement il y a est-ce que je suis vraiment légitime à enseigner Ouais, cette ok. langue? Sauf que bah, moi je suis passée au-dessus, pour moi c'est pas le cas, je suis quand même légitime à enseigner d'autres langues, même si c'est parfois difficile parce que tu te dis il y a peut-être telle nuance que tu peux pas percevoir, mais après ça fait partie de la langue Oui, effectivement. Donc le français parce que c'était ma langue première et que je connais plutôt bien la structure du français, j'estime. Donc voilà. d'accord. Et comment, ouais. Non, non, par rapport à ça, j'ai une petite question. Est-ce que du coup c'est plus simple, enfin c'est peut être logique, mais d'enseigner par exemple le japonais ou le norvégien à des Français? Parce que du coup t'as l'impression de pouvoir comprendre mieux leur logique? Alors oui, ça c'est un plus Ouais, effectivement. ok. Il y a plein d'avantages, même pour les gens aussi qui, par exemple, ont appris le français, parce que c'est des gens étrangers qui disent ah, enfin, étrangers, voilà. Des gens qui, dont le français n'est pas leur langue première, qui disent ah, je me sens pas de le faire, etc. Je vois une collecture qui me disait, je dis mais justement, t'as cet avantage de connaître les défis de la langue française parce que nous, quand on a appris le français, c'est venu comme ça. Après, Ouais. quand on nous demande pourquoi est-ce qu'on met un participe passé ou quoi, on est là, bah, je sais pas. Moi, je le fais parce que voilà. Et justement, c'est ces aspects-là qui font que c'est un plus parce qu'on est passé par ces obstacles-là et qu'on sait que ça se passe comme ça parce que Ouais, ok. Mm, c'est comme ça. Donc, il y a des avantages dans les deux cas pour moi. Ok, ça marche. super. Et du coup, comment vous recrutez les étudiants? Alors là, pour le tutorat ici, FLE, donc on est sous la direction de Madame Saoli Letellier, qui est chargée du cours de renforcement en rédaction au département d'histoire. C'est elle qui a un peu appelé à l'aide parce qu'en fait, elle a un volume horaire de 20 heures, des classes de 40, et ils sont tous étrangers. Donc c'est la cata, elle se sentait dépassée par les événements, donc elle s'est dit s'il y a des gens à qui je dois faire appel, c'est les gens en FLE. Du coup, elle s'est tournée vers notre département et nous on a accepté, donc là on est 4 étudiants en FLE. Et les étudiants viennent à la demande, et c'est aller plus loin que le département d'histoire, parce que moi j'ai même des gens en économie qui viennent à mes tutorats. Donc ça a vraiment Ah pris de ouais, l'ampleur. Oui, on a des gens en musicologie, en sociologie, c'est trop on chouette. en a de partout en fait, on n'a pas que des étudiants en histoire. De base c'était pour les étudiants en histoire, mais ça s'est élargi plus loin que ça. C'est combien d'heures environ Alors ça dépend, parce que normalement on est censé faire un volume de je ne sais plus combien d'heures avec une enveloppe de je sais plus combien de temps. Moi, je sais que j'en fais plus. Moi, je suis à 3 heures par semaine. Ok. Il y en a, c'est moins. Parce qu'en fait, ils peuvent choisir leur tuteur Ah ok, ça et marche. les créneaux horaires. Parce que du coup, c'est sur notre emploi du temps personnel. Donc, c'est des heures qu'on propose. Mm, Donc, moi, j'ai 1 heure le lundi de 15h30 à 16h30, 1 heure le jeudi de 15h45 à 16h45 et 1 heure le vendredi de 15h30 à 16h30. Donc, ça dépend vraiment de nos disponibilités. Surtout que moi, comme je travaille à côté, faut avancer Faut tout ça, caler quoi. tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des critères à suivre selon les étudiants? Alors moi, un tutorat, faut savoir que ça se passera jamais de la même manière d'une semaine à une autre, d'un cours à un autre, parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui sont pointées, parce que c'est avant tout un cours pour eux, en fait. Moi, Mm, c'est ce que je leur dis, je leur ai dit au début d'année, je leur ai dit, écoutez, ce cours, c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez, vous me demandez ce que vous voulez, et moi, je suis là pour vous aider. Donc il y a des cours où je peux faire de la méthodologie de dissertation, il y a des cours où je peux revenir sur le passé composé, c'est vraiment hyper divers. Là, par exemple, tout à l'heure, on a fait un débat parce qu'ils voulaient pratiquer l'oral, etc. Ils avaient un bon niveau de français, donc on a fait un débat. Et chaque tutorat, c'est toujours différent. Donc ça nous demande de nous adapter en fait à ce qu'on nous demande, surtout. Enfin, après, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y en a qui prévoient à l'avance, moi, non. Voilà. Ah Et donc, oui, vas-y, je t'en prie. tu suis environ combien d'étudiants en tout? Bah, ça dépend d'une semaine à l'autre parce qu'ils viennent ou ils viennent pas. Là, comme ça, période d'examen, j'en ai moins. Mais le lundi, la semaine dernière, on était 8 en classe. Le jeudi, c'est une seule étudiante qui vient. Mais du coup, ça nous permet de nous concentrer sur la méthodologie. On fait beaucoup de méthodologie de synthèse, de dissertation, etc. Et le vendredi, c'est tout le temps deux. Ils viennent à deux. D'accord. Et quand ils sont 8 du coup, bah, du coup, t'es habitué qu'il y ait du monde le lundi, mais pour 8 t'arrives à gérer une séance et à un peu t'adapter à 8 à leurs besoins un peu. Oui, 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 Ah oui. ouais. J'arrive. Bah, la fois où on était 8, ils m'avaient demandé, enfin, la majorité m'avait demandé méthodologie de la dissertation. Et comme ils étaient la plupart en histoire, on est parti sur un sujet d'histoire. Je suis quand même restée, parce qu'ils n'ont pas le même niveau de français, je suis restée au tableau, j'ai fait des schémas, des flèches, j'ai resimplifié les mots, j'ai fait des explications, c'est parti dans tous les sens, mais ça a été compris par tout le monde. Ah, Mm. trop Donc je chouette. pense que ça s'est bien passé.
Et comment tu arrives à préparer des séances de tutorat? Est-ce que tu as un ordre du jour, un emploi du temps à suivre? Alors moi, si je passe un peu sur la préparation du tutorat, parce que je dois quand même préparer des choses au cas où ils ont rien à me demander, Mm. je prépare tous mes cours le week-end pour la semaine. C'est toujours fait avant. Donc là, dans ma semaine, j'ai plus rien à préparer. Moi, je me prépare toujours le week-end et après, je pars sur ma semaine. Donc normalement, moi, je travaille tous les jours, sauf le mardi et le mercredi, où décide de ne pas travailler en plus de mes cours. Voilà. Je suis très organisée. De toute façon, il faut, parce que toutes les semaines, j'ai des heures de cours différentes, parce que moi, mes cours se font à la demande de certaines personnes, donc mon emploi du temps change toutes les semaines, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez eu à remarquer des thématiques différentes en fonction des étudiants? Euh, Bah, en fait, encore une fois, ça dépend des niveaux. Parce que en fait, le grand défi et un peu problème, c'est que les niveaux sont très disparates. En fait, normalement, pour entrer en études en France, on est censé avoir un B2. B2, ça vous parle les niveaux de... Ouais. Ok, bon, on est censé avoir un B2. Donc, moi j'ai remarqué, par exemple, j'ai un étudiant ukrainien qui n'a pas du tout niveau B2, qui ne comprend pas même les mots les plus simples en français et pour qui c'est très compliqué parce qu'il manque énormément de vocabulaire. Et d'un autre côté, j'ai quelqu'un de bilingue. Et j'ai les deux dans le même cours. Et là, il faut que j'équilibre, etc. Donc les télématiques forcément vont être différentes parce qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux, ils n'ont pas les mêmes attentes. Ils n'ont pas les mêmes soucis, on va dire, au niveau de la compréhension de la langue française. Donc, j'ai pas de thématiques qui reviennent. Et est-ce que tu remarques des similitudes par rapport aux origines? Est-ce que, je sais pas, par exemple, les étudiants anglais, ils ont une approche un peu même similaire d'apprendre la langue? Est-ce que tu fais des liens entre les origines ou en fait pas tellement? Oui, je peux en faire au niveau de la Ouais, phonétique. ok. Donc, au niveau de la prononciation, je saurais dire ce qui pose problème ou pas. Et en fonction de la langue d'origine, oui, j'arrive des fois à retracer le fait qu'il y ait des problèmes de structure, Ok. de phrases, etc. Et de vocabulaire. Mais faut que je connaisse la langue en face. Sinon, je saurais pas dire. Enfin, faut que je. Si je vois vraiment qu'il y a un problème récurrent, je m'intéresserai à la langue d'en face pour justement. Mais par exemple, en étudiant ukrainien, je connais tous les problèmes phonétiques qu'il a parce Hmm. que j'ai étudié la phonétique ukrainienne. Ok. Donc là, oui, je comprends les Ah, ok. problèmes qu'il a. Mais ça demande beaucoup de boulot de pouvoir aller sur la langue d'en face et de dire bon bah là ça se passe comme ça se passe comme ça se passe comme ça. Alors même si je parle plein de langues et j'ai cet avantage-là, à un moment je suis limitée parce qu'il y a beaucoup trop de langues dans le monde. J'imagine. Heureusement. Et est-ce que, enfin, depuis que tu as commencé à faire le tutorat, est-ce que tu es une fois arrivé à atteindre ton objectif en fonction d'un étudiant précis, comme par exemple avec l'étudiante ukrainienne ou avec une autre nationalité? Euh, Bah, je dirais que oui, enfin, j'avais demandé la semaine dernière à mes groupes si ça se passait bien, etc. Et il y en a plein qui me demandent si je suis là le semestre suivant. Donc je pense que ça se passe plutôt bien. Et je sais que j'en ai aidé pas mal, même en dehors des heures de tutorat, qui me demandaient de corriger des rédactions, etc., de refaire de la reformulation. Donc je pense que oui. Mais moi, tant qu'ils sont, eux, ils atteignent leur objectif. Parce que moi, j'ai pas d'objectif. Moi, enfin, si, j'ai un objectif, c'est qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc moi, tant qu'ils les ont atteints, je suis contente. Ouais, du coup, là, quand tu mesures cette réussite par rapport à eux, ce qu'ils te disent, ouais, c'est ça. Oui, puis voir si elles sont plus à l'aise, etc. Moi, je sais que j'ai un étudiant japonais qui me dit, bah, je parle peut-être pas, j'ai pas peut-être le niveau des autres étudiants dans la classe, mais c'est vraiment bénéfique, ça me permet de m'améliorer, de progresser, Hmm. etc. Donc, moi, tant qu'il y a du progrès, je suis contente. Ouais, bien sûr. Trop chouette. Donc, vu que tu as eu à étudier plusieurs langues, tu peux dire que tu arrives à avoir, par exemple, la culture linguistique de la personne avec qui tu communiques pour pouvoir Euh, l'intégrer. oui, ça dépend effectivement si c'est une langue que j'ai apprise, oui. D'ailleurs, ça m'arrive en cours de switcher de langue quand je sais que je connais la langue en face. Tout à l'heure, mon cours, je l'ai fait à moitié en anglais. Mm. Parce que justement, la personne, bah, elle est chinoise et elle parle anglais. Et du coup, des fois, je traduisais des mots français en anglais pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, etc. Donc oui, je m'appuie sur ce que je peux. Et souvent, il n'y a pas de difficulté de barrière Non, au niveau de... D'accord. non. Dans tes cours, tu fais uniquement des cours de langage ou parfois c'est aussi, est-ce qu'il y a aussi une approche de la culture française en tant que culture et pas que en tant que langue Non, parce qu'on m'a jamais demandé et que bah, comme je pars aussi du principe que je dois les aider à se préparer au mieux pour
les examens qui sont des méthodologies quand même. La Ouais. méthodologie française est quand même assez dure pour Ouais. quelqu'un qui vient d'arriver. Sauf si on me demande. J'ai un étudiant qui en début d'année m'a regardé et puis qui m'a fait: Mais madame, il parle français en Belgique? J'ai dit oui. Ah bah je savais pas. Et du coup ça m'a marqué, ça m'a fait rire. Et il y a un cours aussi où il m'avait demandé de l'histoire un petit peu de la langue française et comme je l'avais étudiée, du coup je leur ai raconté un petit peu d'où ça venait, etc. Parce Ok. qu'on avait parlé un peu, je leur avais demandé de faire une rédaction sur leur langue à eux, leur langue première et du coup on en était arrivé à parler de l'origine de la langue française, donc oui. Ça m'est arrivé de faire un peu de culture, mais souvent non, je pars du principe qu'ils ont surtout besoin parce que c'est quand même assez court, un semestre, pour être formé intégralement sur toutes les méthodologies du français. Ouais. Donc après, si c'est demandé, oui, je fais un peu de culture. Mais... D'accord. Est-ce que tu as eu à ressentir des craintes particulières relatives aux séances de tutorat? Par exemple, avoir des étudiants qui n'arrivent pas à vous répondre. Alors j'en ai un. Et la première séance, je me suis dit, ouh là là. Parce que ça fait peur. La première séance fait toujours peur. Même si j'arrive et que je dis, bon, alors on va tous se présenter, ça va être sympa, on va instaurer un climat de confiance. Quand j'ai vu que j'ai commencé à parler, qu'il m'a regardé à dire, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et je me suis dit, ouh là là. Et maintenant, quand on est en cours, je suis vraiment très patiente, mais on a quand même mis 1 heure pour expliquer 2 phrases, parce que ça manquait de vocabulaire. Donc là, je me suis dit, bon, on va y aller tout doucement, etc. On va prendre du recul. Et ça m'a surprise parce que notre professeur nous avait dit, oui, normalement, s'ils sont là en études françaises, c'est qu'ils normalement, ils ont quand même un assez bon niveau de français, parce que Ouais. tu viens pas faire des études dans un autre pays si t'as pas le niveau de la langue. Donc, et quand j'ai vu le niveau, je me suis dit, oula, bon, on va y aller doucement. Et voilà. Donc oui, c'était une de mes craintes de pas être comprise et surtout de pas bien faire mon taf, quoi. Mm. Ok. Dire que ça va pas, ça les aide pas, mais c'était ma plus grande crainte, que vraiment ça leur vienne pas en aide. Mais c'est pas le cas, donc ça va, tout va bien. Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu à analyser ce qui les bloquait eux-mêmes? Est-ce que c'était la crainte des autres étudiants ou la crainte de ne pas être compris? Alors moi, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite mis les choses au clair en disant, il faut pas avoir peur de parler. On n'est pas là pour juger un tel ou un tel parce il prononce mal tel mot, il prononce mal tel mot. Je suis pas là pour ça, moi. Si vous faites ça, vous sortez de ma salle, c'est clair et net. Il faut pas, surtout pas, les mettre dans leurs craintes et moi je les pousse un peu à parler et justement je les encourage à y aller franco parce qu'il faut pas, ça sert à rien. Enfin, il y a des profs, je vois, qui disent, ah bah si vous répondez pas, contrôle surprise, c'est de la connerie, ça faut arrêter. On va être honnête, il faut vraiment instaurer ce climat de confiance et j'estime qu'ils ont confiance en moi puisqu'ils parlent beaucoup. C'est des bases essentielles à mettre pour assurer son cours. Et là, du coup, l'étudiant, au final, t'as réussi à trouver des pistes et des clés pour, au fur et à mesure. Oui, Ouais. oui, puis l'avantage aussi, c'est qu'ils assistent à plusieurs tutorats, parce qu'ils peuvent assister à plusieurs séances, du coup on est D'accord. 3 à le suivre, et on se relaye un peu, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va plus travailler l'oral, et moi Ok. je suis plus sur l'écrit, Ok. il y en a un autre qui va l'aider pour les choses un peu plus annexes, par exemple la semaine dernière, il lui a demandé, enfin il dictait des noms de pays, il devait les réécrire, etc. Donc on travaille tous les trois en tandem, et ça franchement c'est un plus aussi, parce que comme on communique beaucoup entre nous, on arrive à trouver des solutions ensemble Hmm. pour le faire progresser au mieux et le plus vite possible. Même du coup, il a l'air hyper impliqué en vrai, donc c'est Oui, chouette. oui, 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 il est très impliqué et il se décourage pas parce Mm. que bah, malheureusement, il a passé un contrôle continu il y a pas longtemps, il est 0,5. D'accord. Mais ça l'a pas découragé, il continue à venir et il continue à faire du mieux qu'il peut, donc c'est quelque chose de très positif et il continue à venir en tutorat parce que je l'avais pas vu pendant 2 semaines, je me suis dit aïe 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 aïe, il veut plus Mm. venir, mais il revient et il est intéressé, il y va à fond, donc j'espère que ça va bien se passer pour lui. Donc ça, je n'avais pas compris. Donc vous pouvez être trois étudiants, Oui, trois... ils peuvent choisir plusieurs créneaux s'ils le souhaitent, en fonction de leurs besoins. Vous faites des réunions parfois enfin, là, vous échangez, c'est formellement ou c'est parfois vous avez un groupe Bah, comme on est dans la même classe, Ah oui, ok. ça nous Ah oui, arrive ok, de ouais. faire des débriefs. Et bah, Raphaël, on est vraiment, on communique beaucoup, beaucoup. Donc, souvent, on échange par message de ce qui s'est passé. Ah bah, machin, machin, machin. Donc, voilà. On parle beaucoup entre nous des séances, etc. Pour le coup, lors du dernier podcast avec Raphaël, on avait, enfin, il nous a parlé de cet aspect de tuteur comme accompagnateur.
qui dépasse les attendus pédagogiques, d'un tuteur qui va vers l'adaptation du programme aux besoins humains du tutoré, comme une sorte de guide qui connaît les clés et les usages de la société française. Et toi, quel est ton point de vue à cet égard? Où tu te positionnes? Ça va aller. Où tu te positionnes face à face à son regard à lui, Raphaël? Euh, Bah, effectivement, c'est être un guide. Je répète encore une fois, je suis pas enseignante. Enfin, j'ai quand même un peu cette posture qui fait que. Mais je suis quand même avant tout là à leur disposition si besoin. Là pour les aider, là pour les rassurer, parce que c'est pas forcément facile d'arriver dans un autre pays, de te dire, ah, je suis perdue. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Parce qu'au début, on est enthousiaste, puis on arrive, et parfois, ça peut être l'inverse, ça peut être un contre-choc en se disant, mais je m'attendais pas du tout à ça. Donc, on est vraiment là pour les rassurer, pour les aider, et on sert, je pense, aussi de point de repère, parce que ils n'auront pas forcément la même aisance qu'ils pourraient avoir avec un enseignant. C'est pas la même chose, c'est différent. On est plus proche d'eux, tout en étant assez loin quand même. Mais on n'a pas la même posture qu'un enseignant. C'est plus facile, je pense, de venir vers nous que d'aller vers un enseignant. Et nous aussi, on peut servir d'intermédiaire avec l'enseignant en disant ah bah là, bon. Enfin après moi, je ferai ça. Pas tous les tuteurs qui feraient ça, mais faut être transparent avec les enseignants, je pense aussi d'un certain côté, et leur dire la vérité. Ça leur ferait pas de mal de temps en temps. C'est vrai que d'un côté, on est plus apte à se positionner, à se mettre à la place de Oui, parce l'étudiant. qu'en fait, on a le double rôle. On est à la fois d'un côté enseignant et d'un autre côté, on est étudiant. Donc, on sait très bien que parfois, les enseignants sont chiants, qui pensent avoir la science infuse parce qu'ils ont fait une thèse ou je ne sais quoi, alors que parfois, bon, hein. Donc on a aussi ce double rôle qui fait que parce que nous aussi on est parce que même si on vient de France, on est arrivé quand même en tant qu'étudiant. Moi je me souviens quand j'ai commencé ma première année, je me suis dit oh là là, c'est tout un système différent et les enseignants sont pas forcément aussi proches de toi qu'ils l'ont été dans le secondaire, au lycée ou au collège quoi. Toi, de base, tu viens de Rouen. Moi je viens de Lille, je suis originaire du nord de la Ok. France. Et t'es arrivé pour les études à Rouen ou t'es arrivé plus tard? Je suis arrivée dans ce master à Rouen. Ok. Voilà, je viens de l'université de Lille 3. J'ai fait ma licence de japonais et j'ai postulé ici à Paris, mais j'ai pas été prise à Paris, donc je suis ici. Pour des raisons personnelles aussi. Ok. Et tu connaissais du monde déjà un peu à Rouen ouais, du Mon coup. petit ami habite à Rouen, Ok. donc je vis avec lui actuellement. C'est Voilà. plus facile. Oui. C'est chouette. Et du coup, on va parler d'intégration. Qu'est-ce qui est pour toi bien s'intégrer et à quel moment on considère qu'on s'est intégré dans une université? Oh là, quelle question compliquée. Intégrée dans une université, bah, sachant que moi je me considère pas vraiment intégrée à l'université, parce que moi Ok. je viens juste pour les cours, je m'en vais. Hein. Ouais. C'est Ah. tout. Ok, ouais. Après là, je trouve que cette année je suis particulièrement intégrée vu tout ce que je fais. Mais bah, je pense qu'on est intégré à partir du moment où on aime passer du temps ici, quoi. Parce que je sais qu'il y a certains étudiants qui viennent en cours mais qui ne veulent pas être là. Ouais. Des fois c'est compliqué, Mm. mais si tu passes un bon moment, tu as des relations autour de toi, des amis qui font que tu as envie d'être là, etc. C'est déjà un bon signe d'intégration. Le fait de connaître du monde, non, pas de prendre plaisir, on va pas aller à la fac en sautant de joie, mais se dire bon, j'y vais, je vais apprendre des choses, ça va être bien, puis je vais voir mes amis, ça va être sympa. Je pense que ça, c'est déjà une bonne base pour l'intégration. Après, oui, non. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Super. Est-ce qu'il s'agit aussi d'un thème que tu abordes avec les étudiants que tu accompagnes? L'intégration. Oui. Alors, ça m'est arrivé de demander s'ils avaient l'occasion de pratiquer du français, s'ils connaissaient des gens dans leur promo, parce que des fois, c'est pas facile d'aller vers les autres. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas ce problème en FLE, parce on est vraiment une classe hyper ouverte et bienveillante. Donc, on s'entend tous entre nous. Et j'ai quand même, enfin, je me suis quand même dit, attends, c'est peut-être pas le cas dans toutes les formations. Donc, je leur ai quand même demandé un à un si ça se passait bien, s'ils s'entendaient bien. Et alors, en général, ils restent avec les gens qui ne viennent pas de France. Et, Ok. donc, je trouve ça un peu dommage. Mais c'est aussi du fait que les gens ne viennent pas vers, enfin, ils viennent pas entre eux. Puis en licence, je trouve que c'est
il y a peut-être plus de monde, donc c'est peut-être plus compliqué parce qu'en master, c'est vrai qu'on est beaucoup moins, donc forcément, on se voit tous les jours, on est en petit groupe. Mais en licence, souvent, c'est des plus grands groupes, donc c'est peut-être plus compliqué d'aller vers les autres, etc. Parce que les CM, enfin, les amphis sont remplis, quoi. Donc, je sais pas. Mais oui, ça a été abordé. Je leur ai demandé s'ils avaient l'occasion déjà de pratiquer le français en dehors, s'ils étaient s'il y avait des groupes d'amis à la fac, etc. Donc, pour la plupart, oui. J'ai une petite question, ça va un peu dériver, mais en soi, tu vas voir que c'est assez lié. Ça t'est venu comment cette passion des langues? Je sais pas, t'as beaucoup voyagé, c'est quoi qui t'a donné envie d'apprendre Alors, beaucoup voyagé, non. Alors après, moi, je suis issue d'une famille bilingue. Donc, Ok, moitié de ma famille est française, l'autre moitié de ma famille est écossaise. ok. Donc, bah, l'anglais, c'est arrivé très vite chez moi. Et après, bah, en fait, bon, pour le Japon, depuis que je suis gamine, je dis le Japon. Donc, j'ai voulu aller en japonais. Et là, j'ai découvert, en fait, qu'il y avait d'autres langues, d'autres alphabets. Et je me suis dit, oh, j'ai envie de tout lire. C'est ça mon objectif premier, c'est savoir lire toutes les langues du monde. Ok. Savoir lire tous les alphabets, comprendre comment ça fonctionne, comment on en est arrivé à ce système d'écriture-là. C'est pour ça que je voulais apprendre la langue et surtout pour aussi connaître la culture de l'autre langue. Parce qu'apprendre une langue, c'est aussi apprendre la culture d'un pays. Donc je suis vraiment partie là-dedans. Et ouh depuis, on ne m'arrête plus. Oui, je sais que ça surprend. Il y a plein de personnes qui disent, mais pourquoi tu fais ça? C'est compliqué, non? Non. Il C'est faut qu'on s'y passionnant. fait. Oui. Et t'as envie de... Est-ce que du coup maintenant t'as envie de visiter un peu les pays dans lesquels tu connais les langues? Oui. Bon, peut-être pas Israël pour le moment. Je peux comprendre. Mais la Norvège, oui, oui, oui. J'ai envie d'apprendre l'islandais pour aller Ok. en Islande. En ce moment, je cherche des bouquins pour apprendre l'arménien. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'apprendre l'arménien. Donc oui, si je pouvais visiter tous ces pays-là, ce serait cool. Mais l'argent. Mhm. Le problème majeur. Oui. Mhm. Bon, revenons à nos moussetons. Que devrait-on faire pour bien s'intégrer en tant qu'étudiant ayant une barrière supplémentaire qui est celle de la langue? Bah, ça va être un peu utopiste hein, ce que je vais dire, mais ne pas avoir peur de s'exprimer en français. Parce que apprendre une langue, c'est une chose. Connaître la structure, etc. Mais la pratiquer derrière, c'est quelque chose de totalement différent. Et je sais de quoi je parle. Mm. Si j'ai beau connaître toutes les structures de japonais, quand on me demande de parler japonais, je suis là. Oula, Ça bug. voilà. Donc c'est ne pas avoir peur de s'exprimer. Et j'ai des étudiants en tutorat avec qui je suis amie. Et ben, on se retrouve une fois par semaine, tous les midis, et on parle en français. Il faut pas avoir peur de ça, justement, de créer du lien avec des gens qui on pourra avoir confiance, des gens avec qui on s'entend bien, pour justement discuter dans la langue cible et essayer de s'améliorer, essayer d'écouter autour de soi la radio, la musique, etc. Pas s'isoler, c'est le plus important. Ne pas s'isoler en se disant je vais jamais réussir à parler la langue, c'est impossible pour moi. Non, c'est pas impossible. Il y a plein de méthodes pour apprendre les langues, plein. Et est-ce qu'il vous arrive de conseiller aux étudiants, leur donner ces tips pour pouvoir s'améliorer? Euh... Pas en français. Enfin, ça me dit rien. Dans les autres langues, oui. Beaucoup regarder des films en langue étrangère, essayer avec les sous-titres puis sans les sous-titres, regarder des films qu'on connaît du bout des doigts mais dans la langue étrangère, écouter de la musique, etc. Oui, je donne souvent des conseils. Des fois, je partage aussi mes propres. Bah, pour le français, c'est souvent ma propre méthodologie que je donne. Par exemple, pour la méthodologie de dissertation, je dis bah moi j'aurais fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est plus pour de la méthodologie. Pour la langue française, non. Parce qu'ils en ont pas besoin. Ils sont très doués, en fait. Hein. Euh, honnêtement, ils font des efforts, ils sont super doués et ils réussissent. Hein. C'est parce qu'ils pensent qu'ils réussissent pas. Et je leur dis, hein. Je leur dis. Et si tu donnais un conseil, par exemple, à quelqu'un qui voulait faire du tutorat, quel conseil lui donnerais-tu pour améliorer son suivi, accompagner les étudiants? Bah, ça dépend de la personne déjà et des problèmes qu'il pourrait Mhm. rencontrer. Mais si je devais donner un conseil, ce serait pas hésiter à avoir d'autres tuteurs. Enfin, je sais qu'on a les espèces de rassemblements là qui, je vais pas vous le cacher, me gavent un peu. Mais voilà, moi j'y vais parce qu'il faut y aller. Mais pas hésiter justement si quelqu'un se sent pas très à l'aise à aller voir les autres et à dire bah écoutez, là je me sens pas forcément à l'aise, etc. Euh,
rester bienveillant, à l'écoute. Faut surtout pas se braquer ou quoi que ce soit. Et surtout se dire que c'est ok de faire des erreurs, parce qu'on en fait tous. Et il faut pas, parce qu'en France, je trouve qu'on est beaucoup dans ah, t'as fait une erreur, dans le négatif, etc. Il faut arrêter ça. Il faut voir aussi le positif. Si on fait une erreur, c'est ok. C'est pas un problème. Ça arrive de pas tout savoir. Parce qu'on n'a pas des machines. Donc voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, je pense. Concernant des étudiants, par exemple, qui vous montrent, enfin, qui n'ont pas trop la motivation ou qui se découragent vite, est-ce que vous faites des relances pour pouvoir encore plus les inciter à continuer, poursuivre le tutorat et améliorer leurs lacunes? J'en ai aucun qui a fait ça. Oh oui. Donc voilà. On verra si ça arrive, mais bon, c'est bon signe en vrai. Si jamais ça arrive, oui, effectivement, et je contacterai mon enseignante responsable, je pense aussi, pour essayer de mettre en lien un petit peu. Mais jusqu'à maintenant, ça ne m'est pas arrivé. Parce qu'en général, les étudiants, on leur conseille d'aller en tutorat ou c'est d'eux-mêmes qui se disent ah, est-ce que ça existe? Alors, il y a certains enseignants qui conseillent, et d'ailleurs, j'ai eu le cas avec mon étudiant bilingue, là, du vendredi, et moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'il parle super bien français, il fait quasiment pas de fautes d'orthographe, il fait quasiment pas de... Je lui dis, mais pourquoi t'es là? Ah bah, ils ont dit que j'en avais besoin. Je lui dis, mais pourquoi? Du coup, j'ai contacté mon ancien référent. Je lui ai dit, vous êtes sûr? Parce qu'il parle super bien français. Limite, s'il fait pas le tutorat avec moi pour mon étudiant ukrainien qui a du mal. Donc, et elle m'a dit, non, mais c'est parce qu'en fait, il a du mal avec les synthèses, reformuler des idées. Je lui ai dit, bon, d'accord. Depuis, je lui fais faire ça, mais il n'y a pas de problème. Que je ne comprends pas. C'est certains enseignants qui disent ah bah non. Moi je pense que le problème avec cet étudiant-là, c'est que en fait il écrit, mais c'est très compliqué à décrypter comme écriture parce il écrit très très vite Ok. et il a une écriture assez particulière et quand je corrige ses copies, je passe au bout en 20 minutes. Et je pense que c'est ça le problème et que ça doit gaver les profs, sauf que bah nous, on n'est pas orthophonistes, donc enfin même on corrige pas l'écriture des gens, les gens ils écrivent comme ça et puis voilà, c'est pas notre boulot. Donc voilà. Ok. Et si tu pouvais améliorer un seul élément dans l'accueil ou leur inclusion au sein de l'université, quelles seraient tes méthodes, tes tips? Bah encore une fois, c'est ne pas avoir peur d'aller vers les Mm. autres. Et je dirais aux autres de pas avoir peur d'aller vers eux non plus, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'ils parlent pas très bien français qu'il faut forcément le laisser de côté. C'est des gens qui font ça, c'est pas cool, faut arrêter. Faut s'entraider. Et puis à la fac, on est tous dans la même galère, hein. On est tous pareils face au partiel, donc à un moment, faut quand même s'entraider, quoi. C'est pas parce que toi tu galères qu'un autre galère pas. Donc faut que ça aille dans les deux sens. Hmm. Super intéressant, mais j'ai plus trop la question. Et du coup, comment ton regard il a évolué au fil du temps envers les étudiants étrangers? Est-ce que enfin, tu étais une personne qui allait vers eux? Alors en fait, pour moi, le mot étranger n'a pas grand sens, même si je l'utilise parce qu'il faut bien que je m'exprime d'une manière linguistique ou d'une autre. Mais moi, j'ai jamais eu de regard. Pour moi, tout le monde est pareil, on est tous des êtres humains. Euh, alors oui, on parle peut-être une langue différente, mais c'est pas grave. Il y a quand même d'autres moyens de communiquer. Donc, je j'ai pas de problème avec ça, moi. Aucun. Il n'y a pas de question de regard pour moi. Pour moi, tout le monde est la même personne, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde vit comme il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je vois pas pourquoi telle ou telle personne s'autoriserait à juger parce qu'il vient de tel pays ou tel pays. On s'en fiche. Est-ce que c'est pas beau justement de voir des gens qui ont grandi avec des visions du monde différentes et des cultures différentes? Bah oui, bien sûr. C'est intéressant. Carrément. Ce serait bien que tout le monde pense comme ça, mais Ah, j'ai dit que j'étais utopiste, j'ai dit. c'est beau, c'est beau. Il faut, c'est super. Après, c'est mon métier qui fait ça, hein. Je suis Mm. obligée, je vais pas être fermée d'esprit. J'ai Oui. déjà vu des profs de langue très fermés d'esprit. J'ai dit, ah, mais change de métier. Des profs fermés d'esprit, qui se remettent pas en question. Il y en existe encore, hein, c'est réel, hein. D'ailleurs, on nous dit à tel point qu'on nous dit en formation, il faut que vous soyez bienveillant. Ah bon. Pour moi, c'est évident, mais pour certains non. S'ils le disent encore, ça veut dire que c'est pas le cas, malheureusement. Dans l'enseignement. Mais dans tous les métiers, il y a des gens, faudrait leur dire bon.
change de métier. Mais on peut pas, parce qu'il faut rester pro. Et tu souhaites vraiment continuer dans ce cadre avec le tutorat ou tu te vois faire autre chose en rapport avec? Alors, moi, je me vois dans l'enseignement, c'est sûr, ou au moins dans la gestion d'équipe. De toute façon, on me le dit, hein. À chaque fois que je dis, oh, mais toi, t'es fait pour être prof. Bon, bah d'accord. Moi, j'aimerais beaucoup être maître de conférence. J'aimerais beaucoup faire une thèse, reprendre un master de japonais, parce que j'ai commencé des recherches sur les rites funéraires anciens japonais. Ok. Et donc, du coup, j'aimerais beaucoup faire une thèse dessus, sauf si j'ai bifurqué entre-temps. Mais pour l'instant, c'est ça mon projet. Mais dans l'enseignement, oui. Transmission de savoir, etc. Oui. Oui. Ok. Du coup, avant de conclure cet épisode, on va faire comme une tradition entre nous. C'est celle de dire chacun un mot qui nous tient à cœur par rapport à cet épisode qu'on a retenu. Un mot de moi aussi de ce que j'ai retenu. Non. De ce que j'ai dit moi-même. Euh, Par exemple, vous avez parlé de bienveillance. Ah oui, ça c'est un Et mot-clé. c'est vrai que j'allais te dire ça Oui. aussi, j'allais dire ça C'est aussi. c'est un mot-clé Ouais. dans mes valeurs d'enseignant. Parce que chaque enseignant, je trouve, a des valeurs. Et enfin, doit avoir des valeurs. Et bienveillance, empathie fait partie de premières valeurs en tant qu'enseignant. Écoute aussi, beaucoup. Il faut écouter. Faut pas. En fait, en tant qu'enseignant, il faut aussi faire passer ce message dans le monde de l'enseignement. C'est pas parce qu'un enseignant a une classe, un cours défini qu'il doit rester sur cette longueur d'onde, faire toujours le même cours. Et il faut qu'il remette aussi en question sa manière d'enseigner, sa manière de faire le cours, ce qu'il y a le contenu de son cours. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir un échange perpétuel Hmm. entre les apprenants et l'enseignant. Pour moi, c'est primordial. Parce que si on reste toujours sur le même cours, qu'on fait depuis 10 ans, avec les mêmes notions, les mêmes exemples, faut aussi voir si ça fonctionne, si ça passe et si ça casse. C'est toujours remettre en question son enseignement. Moi, tout le temps. Tout le temps, je fais ça tout le temps. Je demande tout le temps si ça va, s'il n'y a pas de questions, s'il y a des remarques. Tous mes cours, tout le temps. Ouais, je pense vraiment que ce sont des compétences invisibles qu'on ne partage pas trop. Et du coup, comme tu as eu à le dire aussi, l'écoute, la compréhension et la bienveillance aussi, parce que en gros, tu essaies de mettre la personne en confiance pour pouvoir, voilà, lui permettre de s'exprimer déjà en public devant les gens, ne pas avoir une certaine crainte. Et voilà, évoluer quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, moi, je te remercie carrément, c'est super intéressant. Je m'excuse de base, moi je pensais que tu étais. Enfin, je savais du coup que tu venais des cours de tutorat, mais je pensais que tu étais aussi étudiante étrangère, enfin que tu venais d'autre part de base, alors Non. que non, tu viens de France du coup. Donc au début, quand je t'ai dit, tu me parlais de ton parcours, je me prenais. Voilà. Mais du coup, merci beaucoup parce que ouais, c'était super intéressant. Ben, merci à vous. C'est trop chouette d'avoir autant de bienveillance. En vrai, non, ça fait du bien de voir que des gens comme ça, quoi, qui se donnent pour les autres, c'est trop chouette. Il faut. Après, moi, je m'en rends pas compte parce que pour moi, c'est normal en Ouais, oui, fait. oui, je vois ce que Donc, tu veux dire. voilà. Mais tout le monde devrait être comme ça. Mais encore une fois, je suis utopiste. C'est vrai, hein, merci pour vos mots, merci pour votre temps aussi. Ça se voit que ça se résume pas seulement sur le fait de transférer vos compétences en matière de langue, mais vous essayez aussi de suivre l'étudiant, de le motiver jusqu'à ce qu'elle améliore ses lacunes. Et vraiment, merci pour ça. Merci pour votre disponibilité, votre engagement et pour le regard lucide